Bonsoir à toutes et à tous. Votre attention, je vous remercie. Avant d'entamer ce conseil municipal et de procéder à l'appel, je désirais avoir une pensée, je suis sûr que vous m'accompagnerez les uns et les autres, pour Monsieur René Schmitt, qui nous a quittés il y a peu et qui fut un Allunois particulièrement investi, notamment à la présidence de l'EPI. Nous pensons tout particulièrement à ses proches. Il restera quelqu'un qui, de par sa présence, son implication, figurera parmi les Allunois les plus remarquables. Qu'il puisse reposer en paix. J'invite maintenant Joséphine à procéder à l'appel. Bonsoir, merci. Détailleur Jean-Christophe. Métangmo Blaise. Gilmé Sylvie. Chigri Karim a donné procuration à Blaise Métangmo. Deribreux Stéphanie a donné procuration à Caroline Féderbe. Débuquois Marc. Féderbe Caroline. Cap Alain. Eblé Marie-Paul a donné procuration à Jean-Christophe Détailleur. Agnéré Jean-Emmanuel. Debu Marie. Vivier Verport Lydie a donné procuration à Marc Débuquois. Lombard Myriam. Présente. Delporte Anita. Présente. Després Roselyne. Présente. Nuitins Jean-Pierre. Allocéry Lorraine. Présente. Luste Catherine. Présente. Bertrand Éric. Présente. Démètre Xandrine a donné procuration à Anita Delporte. Dereau Gontran. Présent. Quesnay Jean-Michel. Martinage Nicolas. Penaud Damien. Présent. Caron Jean-François. Présent. Menard Thomas. Présent. Onrat Ludivine. Lamain Joséphine présente. Guéquière Christine a donné procuration à Bernard Verduine. Derden Sylvie. Voilà. Elle sera absente tout le conseil, d'accord. Verduine Bernard. Présent. Bardot Catherine. D'accord. Héberlé Christophe. D'accord, merci. Lemaire Christophe. Et Rigaud Florence. Je vous remercie. Merci Joséphine. Alors comme toujours, sur fondement de l'article L2122 alinéa 22 du Code général des collectivités territoriales, vous avez les décisions du maire qui vous sont présentées. Également, nous devons approuver les procès-verbaux des conseils municipaux des 8 novembre, 13 décembre 2022 et du 24 janvier 2023. Y a-t-il des remarques concernant ces procès-verbaux ? Des abstentions, des votes contre, à l'unanimité, je vous remercie. Première délibération. Une délibération qui concerne le personnel municipal et plutôt de façon extrêmement précise les conditions d'attribution de logements, de véhicules, de téléphones portables, d'ordinateurs portables et également les prises des repas. Vous avez donc cette délibération qui vous est présentée, qui vous a été communiquée. Je ne vais pas la lire dans l'intégralité puisqu'il y a une petite dizaine de pages. Notre volonté, qui est une volonté d'ailleurs de plus en plus fréquente en France et qui est initiée également par l'exécutif, c'est de cadrer ces différents éléments, notamment les véhicules de fonction ou alors les véhicules de service avec parfois remisage à domicile, les téléphones portables, ordinateurs. Je ne dirais pas qu'il y a eu des abus, il y a pu y en avoir dans certaines autres communes. À Luin, vous le savez, nous sommes très regardants là-dessus et une fois encore, nous tenons à être exemplaires et surtout transparents vis-à-vis de la population. Les collectivités territoriales doivent, lors de la mise en œuvre de dispositions relatives à la politique de gestion des ressources humaines, respecter certes les lois et règlements, mais également le principe général de parité avec les agents de l'État. C'est un premier point. Parité avec l'État dans nos collectivités territoriales. Cette règle est d'application générale et concerne notamment
l'attribution des régimes indemnitaires et indemnités pour lesquels il existe des textes de référence pour chaque filière et ou cadre d'emploi, la mise à disposition d'un logement de fonction ou de service, la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou de service, la mise à disposition d'un téléphone portable, la mise à disposition d'un ordinateur portable, l'octroi d'un repas. Ça touche globalement ce qu'on appelle souvent des avantages en nature, pour parler simple. Or, dans un contexte de crise économique, de recherche permanente d'économie, d'efficience des organisations et d'optimisation des budgets, tant en fonctionnement qu'en investissement, les collectivités se doivent d'établir un cadre clair et partagé. Donc, je vais vous lire l'essentiel, en tout cas ce qui touche au plus fréquent. Alors, concernant les logements de fonction, l'attribution d'un logement, qu'elle soit qualifiée de nécessité absolue de service qui induit l'attribution d'un logement de fonction ou de convention d'occupation précaire avec astreinte qui induit l'attribution d'un logement de service, est liée à la nature des modalités d'exercice des missions quotidiennes. Une seule règle prédomine. Elle doit toujours être en relation avec l'intérêt du service et l'exigence d'une présence pour le public et ou la sécurisation d'un site. Telle est la raison pour laquelle il advient bien souvent de distinguer l'emploi initial de l'agent et les missions complémentaires réalisées en contrepartie de l'attribution d'un logement. Pour parler simple, une rémunération pour un travail qui correspond à une fiche de poste et des services supplémentaires sont réalisés par l'agent en question en contrepartie du logement qui lui sera alloué. Deuxième point important concernant les véhicules de service et véhicules de fonction. Véhicules de service, ces véhicules sont professionnels et bien souvent aménagés et ou adaptés aux missions auxquelles ils sont destinés. Du fait de leurs caractéristiques, tout usage privatif est exclu. À l'U1, il n'y a plus, vous le savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, de véhicules de fonction. C'est terminé. Il n'y a que des véhicules de service. Les véhicules de service avec remisage à domicile. Certains emplois exigent en effet une réactivité des agents et une capacité à se rendre sur les sites rapidement, sans aucun détour, ni aucune perte de temps, notamment dans les situations d'urgence. Telle est la situation des personnels d'astreinte, des personnels qui se rendent tôt ou tardivement sur de nombreux sites, des personnels qui doivent réagir rapidement face aux conséquences des intempéries ou lors d'astreintes aux personnes ou aux biens. Donc, vous avez reçu par voie de PDF quelques éléments. Concernant les véhicules de service, je vous donne une information. Je n'ai plus, moi, maire d'Halluin, de véhicules de service. De service. Je n'avais pas de véhicule de fonction, contrairement à certains prédécesseurs. J'avais un véhicule de service. Je n'ai plus de véhicule de service. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est en période de vache maigre, où chacun se doit de faire des efforts, où on en est vraiment à compter chaque euro, dans un contexte inflationniste particulièrement préoccupant, j'habite à Luin. Bon, à certaines occasions, bien évidemment, je dois me rendre aux quatre coins de la ville. Eh bien, je le ferai avec mon véhicule personnel et avec l'essence que je payerai sur mes deniers personnels. Est-ce qu'il est normal de faire payer aux contribuables mes quelques déplacements ? On a le droit de penser oui. Dans certaines villes, c'est le cas. Mais en tout cas, nous sommes animés dans notre équipe de cette obligation d'exemplarité. Donc, je n'ai plus de véhicule de service. Vous avez d'ailleurs un fichier qui vous a été envoyé. Alors, sur les 3 premières lignes, parce qu'il y a donc quelques changements, pour les détails, donc, il y a une Peugeot 2008 FV 617 LJ
qui est un véhicule qui sera destiné et qui est destiné à la DGS. Okay. Ensuite, vous avez un véhicule 2008 FV 084 LK qui est destiné à la direction de l'action culturelle et de l'animation, et un véhicule 208 GB 443 MJ qui est destiné à la directrice de cabinet. Pour le reste, il n'y a pas de changement. J'en profite à rappeler pourquoi avons-nous changé quelques véhicules thermiques en véhicules électriques. Vous connaissez la réponse, tout simplement pour lutter contre la pollution dans notre commune, et aussi parce que, en dépit de la forte inflation, le kilomètre réalisé à partir d'un moteur électrique reste moins cher que celui effectué avec un moteur essence. Voilà. Il vous est donc demandé de bien vouloir approuver. Alors, vous avez tous les documents, hein, n'hésitez pas à poser des questions, surtout. Hein. La liste de logements de fonction affectés pour nécessité absolue de service et les suggestions qui y sont attachées, les modalités de mise à disposition des véhicules de service avec remisage à domicile. Ça me permet de préciser les choses. Oui, pour les véhicules de service qui bénéficient d'un remisage à domicile, nous avons donc calculé de façon très précise la distance entre le lieu de travail et le domicile, multiplié par le nombre de jours de travail par an, multiplié par 2 aller-retour. Lorsqu'il y aura donc des dépassements, ce sont les agents qui devront payer. Ceci a été présenté, bien sûr, en comité social technique et donc a été accepté par tout le monde. Ceci a pour but d'éviter les abus. Une époque où les gens pouvaient prendre les véhicules de fonction pour partir en vacances, on y a mis fin. Et les dérives qu'il pouvait y avoir avec certains véhicules de service, on y met fin aujourd'hui. Les modalités ensuite de règlement par les agents bénéficiaires d'un véhicule de service avec remisage à domicile, des kilomètres au-delà du kilométrage moyen annuel évalué selon le barème des frais de déplacement, hein, c'est le corollaire de ce que je viens de dire. Les modalités de mise à disposition des téléphones portables de service avec remisage à domicile. Les modalités de mise à disposition des ordinateurs portables de service avec remisage à domicile, la liste des emplois pour lesquels un repas de service peut être octroyé, et de m'autoriser à prévoir les crédits nécessaires aux frais liés à ces dispositions, location ou achat d'outils de travail et de véhicules, achat, assurance, carburant ou électricité, repas. Voilà, ça vient, vous l'avez compris, à cadrer les choses pour que, véritablement, il n'y ait pas de dérive, tout simplement. Y a-t-il des questions, remarques? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité, ça n'étonnera personne. Je vous en remercie. Délibération suivante. C'est donc la délibération numéro 2. Il s'agit ici d'évoquer les cartes cadeaux, l'attribution de cartes cadeaux pour les fêtes de Noël. Donc, considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi, de la manière de servir aux enfants de moins de 12 ans du personnel municipal, considérant qu'une valeur peu élevée de cartes cadeaux attribuées à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un complément de rémunération, considérant que le conseil municipal reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, considérant enfin la demande de la Direction générale des finances publiques en date du 1er mars 2023, c'est du récent, hein, la ville d'Halluin attribue des cartes cadeaux d'un montant de 20 € aux enfants de moins de 12 ans, des agents titulaires, stagiaires ou contractuels, sous réserve qu'ils soient toujours présents au sein des effectifs de la collectivité au 25 décembre. C'est quand même un minimum. Ces cartes cadeaux sont attribuées à l'occasion des fêtes de Noël et doivent être utilisées dans l'esprit cadeau. Elles ne pourront ainsi en aucun cas être utilisées pour l'alimentation non festive, l'essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard.
ça tombe sous le sens, mais c'est bien de le rappeler. Les crédits nécessaires à cet effet ont été inscrits au BP, chapitre 67, article 67-14. Et donc, il vous est demandé de bien vouloir approuver l'octroi de cartes cadeaux d'un montant de 20 € aux enfants des agents municipaux, qu'ils soient titulaires, stagiaires, contractuels, à l'occasion des fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, et dire que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2022, chapitre 27, article 67-14. Je demande quand même s'il y a des questions. Bonsoir, Monsieur Eberlé. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je n'ai pas de doute sur le vote. Qui vote favorablement? Unanimité. Merci pour les enfants de nos personnels qui percevront donc cette carte cadeau grâce à vous. Délibération numéro 3. Alors, c'est une simple précision par rapport à la délibération que nous avons passée le 28 février 2023. La préfecture nous demande notamment de rappeler, voilà, ils ont raison, ils sont puristes, et ils ont raison de l'être, que le maire a proposé au conseil municipal qu'il lui sera attribué une indemnité pour fonction élective inférieure au taux repris dans le barème légal, oui, c'est un tout petit peu moins, au regard de la strate démographique de la commune. Bon, c'est un point de détail. Vous avez les tableaux qui avaient été présentés précédemment. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous en prie. Merci à vous, Monsieur Verduin. Merci, Monsieur le maire. Encore des délibérations, ça fait la 3e. Hein, ou alors c'est de l'amateurisme. Sur les précédentes délibérations, pour en passer autant, puisqu'il y a un courrier d'observation des services du contrôle de l'égalité de la préfecture en date du 16 mai 2023, qui demande le retrait de la délibération. Ou alors ça coûte comme, je ne sais pas, enfin. Hein. Vous avez dit, lors du dernier conseil municipal, que les adjoints ont eu comme consigne de rembourser un trop perçu sur les indemnités 2022. Si oui, quel est le montant et où en est la situation? Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Verduin. Alors, sur votre dernière question, je vous avais indiqué que lors de la délibération, elle avait été prise en octobre 2021. Cette délibération avait été donc déposée sur la plateforme de la Trésorerie publique. Aucune remarque de la Trésorerie publique. Suite au vote, cette délibération est passée par le contrôle de légalité de la préfecture. Pas de nouvelles. Et bien plus tard, plus d'1 an plus tard, effectivement, on a eu une remontée de la Trésorerie publique. Alors, je veux dire, ça se joue sur 7 € sur l'indemnité du maire, hein, je vous l'avais dit, ça joue sur 7 €. Pour les adjoints, un tout petit peu plus. On s'est mis immédiatement en conformité. Là, j'ai envoyé donc un courrier à la Trésorerie publique parce que, eu égard au droit, sur le plan juridique, la délibération qui a été votée, qui a été donc validée et passée par le contrôle de légalité, devient normalement une délibération définitive. J'attends la réponse de la Trésorerie publique et dans tous les cas, nous respecterons les règles de droit. Donc c'est vrai qu'en France, on est parfois, je dirais, très pointilleux. Vous avez raison. Mais en même temps, c'est une chance. Il vaut mieux qu'on soit, si vous voulez, dans un état où on regarde les choses de très près, surtout quand ça touche aux indemnités des élus. Il vaut mieux être trop pointilleux que pas assez. Là, pour être honnête avec vous, on a oublié d'indiquer, voilà, ça me paraît évident, que c'est moi qui ai proposé au conseil municipal qu'il me soit attribué une indemnité de fonction inférieure au taux repris dans le barème légal. C'est la préfecture qui nous demande ça. On a le courrier d'ailleurs, hein, je regarde notre DRH de la préfecture. Bon, si je le présente, c'est parce que je suis d'accord, mais en tout cas, il fallait l'écrire explicitement. Donc, tout simplement, on répond positivement à cette demande. Oui, en France, on est pointilleux, très pointilleux, mais je dirais pas trop pointilleux, parce qu'il faut mieux l'être beaucoup que dans certains pays où il peut y avoir corruption, dérive, etc.
vous ne parlez pas du montant qui a été demandé de rembourser. Alors, le montant, pour moi, c'est très simple, c'est 7 € fois le nombre de mois. Et pour les adjoints, je crois que c'est une quarantaine d'euros fois le nombre de mois. C'est ça, je regarde notre DRH de mémoire. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Non. Non. Qui votent favorablement à ces délibérations? Donc, la majorité vote favorablement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention du groupe d'opposition. Je vous remercie. Ensuite, alors vous avez raison, Monsieur Verduin, hein, c'est voilà, c'est parfois un petit peu très... Je n'ose pas dire tatillon, mais c'est très précis. C'est très précis. Alors maintenant, c'est le corollaire, hein, voilà. Hein. Considérant que la ville, il s'agit des indemnités du maire et des adjoints, hein. Considérant que la ville, sur demande du service de gestion comptable de Tourcoing, délibéré le 28 février 2023 aux fins de rectification de modalités de calcul des indemnités des élus, hein, que je viens d'évoquer il y a quelques instants, mais sans information sur les éléments communiqués par la préfecture, et qu'il y a donc lieu également de retirer cette délibération. Alors l'élément qui manquait, qui fait qu'on retire et qu'on repasse la délibération, c'est le maire a proposé au conseil municipal qu'il soit attribué une indemnité pour fonction élective inférieure au taux repris dans le barème légal au regard de la strate démographique de la commune. En même temps, je dirais que ça va dans le sens de l'intervention de M. Héberlé, tout à fait, je dirais, remarquable, comme quoi que nous devons tous faire des efforts en ces périodes difficiles. Donc là, c'est... Voilà, donc c'est... Alors, il s'agit ici de suivre le barème par rapport à la DSU également. Intervention? Non, c'est déjà échangé, mais non. Qui vote favorablement? OK. Qui s'abstient? OK. L'opposition s'abstient. Je vous remercie. Bon, j'espère qu'il n'y aura plus une nouvelle délibération, mais c'est parfois comme ça. Hein. Alors, 5e délibération. Il s'agit ici de vente aux enchères du domaine pour des matériels et des véhicules réformés. Cette délibération vous est présentée par Jean-Pierre Nuitins, que je remercie. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération consiste à vous autoriser à vendre un véhicule aux enchères, un véhicule qui est âgé, qui a 131 000 km, 137 000 km. Et le fait que vous avez le droit de vendre de gré à gré jusqu'à 4 600 € maximum et que ce véhicule a été vendu 6 400 € aux enchères la dernière fois. Il est donc demandé de repasser cette délibération et de vous autoriser à vendre ce véhicule 6 400 € et de signer tous les documents relatifs. Voilà. Merci, Monsieur Nuitins. Mon cher Jean-Pierre, y a-t-il des demandes d'information? Non. Qui vote favorablement à ceci? Unanimité, je vous remercie. Délibération 6, elle est présentée par Monsieur Desbucois. Il s'agit du Familia et donc de rallonger les dates de validité des titres de paiement. Voilà, comme c'est une délibération très légère, vous avez déjà tout dit, monsieur le maire. Il s'agit effectivement de prolonger la date de validité au 30 juin 2024 sur les invitations mairie, sur les préventes, sur les cartes cadeaux pour l'entrée à notre cinéma, tout simplement. Merci. Merci Marc. Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'il y a des tickets qui sont vendus ou offerts dans le cadre de certains concours, il est toujours frustrant de se dire « Ah ben mince, la date est dépassée, je ne peux plus en profiter ». C'est tout simplement pour éviter ceci. Y a-t-il des remarques ou demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité. Je vous en remercie à nouveau.
Délibération 7, un très beau dispositif, insertion par le sport, hein, qui est ancien et qui vous est présenté par Jean-Emmanuel Agniret, que je remercie. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Effectivement, on demande la reconduction, on propose la reconduction du dispositif insertion par le sport qui consiste, comme chaque année, à faire bénéficier aux jeunes Alluinois qui auraient des difficultés financières, en tout cas les jeunes Alluinois mineurs, hein, moins de 18 ans, à s'inscrire, à participer à une activité sportive au sein de nos associations sportives. Donc à une prise en charge de la part de la ville. Et bien évidemment, le surcoût éventuel de licence serait pris en charge aussi par le club dans ce dispositif. Donc on demande la possibilité de pouvoir, on propose cette possibilité de pouvoir reconduire en tout cas ce dispositif. Voilà. Merci Jean-Emmanuel. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement? Unanimité. Merci pour ces familles qui le méritent bien. Et rappelons que le sport, c'est une école de l'insertion et du vivre ensemble. Délibération 9. Non, il y en a une sur les sports juste avant, pardon. C'est la 8, la subvention famille, qui va dans le même sens. Je t'en prie, Jean-Emmanuel. Merci. Alors, dans le même sens, effectivement, hein, le dispositif subvention famille qui consiste à faire bénéficier à nos familles alluinoises d'un système de réduction sur les licences au fur et à mesure des enfants inscrits ou des membres de la famille inscrits, en tout cas, dans les associations sportives alluinoises, avec un taux de réduction qui est pris en charge, en fait, par la ville à travers une subvention qui est reversée aux associations sportives. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps et on demande à ce qu'il soit reconduit pour l'année 2023. Merci Manu. Insertion puis subvention famille. Demande d'intervention? Non. Qui vote favorablement? Voilà. Je crois que ce sont des délibérations qui ont toujours été votées, me semble-t-il, à l'unanimité. Mandat après mandat. Et ce sont de très très belles délibérations. Délibération suivante, le centre social. Voilà, l'essentiel, il s'agit ici de vous présenter la subvention qui leur est allouée. Merci à toi, Jean-François. Merci, monsieur le maire. Je crois que c'est aussi une délibération qui a toujours été votée à l'unanimité, me semble-t-il. Concernant le centre social, donc c'est une délibération habituelle, annuelle, mais néanmoins importante, que ce soit pour le centre social comme pour la ville, puisqu'on est vraiment avec le centre social dans une relation de partenariat. Donc la délibération s'inscrit dans le cadre de la convention d'objectifs et la convention financière, donc qui est sur 3 ans. Donc ce qui est proposé, donc vous avez le détail de la subvention donc au titre de l'année 2023. Alors il y a quelques changements, quelques modalités donc, qui ont évolué entre 2022 et 2023 concernant cette subvention. On a notamment une partie qui auparavant était versée à la ville, c'est-à-dire le bonus territoire donc versé par la CAF, qui était versé à la ville et que nous reversions au centre social. Et à partir donc, de 2023, la subvention sera versée directement au centre social. C'est ce qui explique notamment dans le document, dans le tableau que vous avez, une diminution de la subvention de 31 590, puisqu'encore une fois, ce sera versé directement par la CAF au centre social. Ensuite, on a revu notamment un peu le mode d'organisation concernant l'entretien du bâtiment. Donc aujourd'hui, cet entretien est pris en charge directement par le centre social. Pour autant, donc, on a souhaité malgré tout participer, pour partie, à cet effort donc, qui doit être fait par le centre social, puisque c'est un effort financier qui sera fait, puisqu'auparavant, c'était donc des personnes de la ville qui prenaient en charge donc, l'entretien, donc un effort de 8 000 € qui sera consenti par la ville au centre social. Donc, ce qui vous est demandé par rapport à cette délibération, donc on a une subvention alors, de 469 909 € qui est proposée au titre de l'année 2023. On a aussi des avantages en nature. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, le soutien de la ville auprès du centre social s'élève aux alentours de 630 000 €, ce qui est bien normal, puisqu'encore une fois, c'est l'occasion d'insister, je pense, sur le sujet, c'est qu'on est vraiment dans une relation de partenariat avec le centre social. On les accompagne dans leurs projets et ils nous accompagnent également dans nos projets. Donc on peut vraiment parler de partenariat
entre le centre social et la ville qui existe depuis bien longtemps, je crois. Depuis bien longtemps, voilà. Je ne sais plus quand exactement, mais depuis un certain temps. Ah ben voilà, c'est pour ça que je ne m'en souviens plus. 1968, je n'étais pas encore de ce monde. Donc voilà, un effort de 630 000. Donc ce qui est demandé au conseil municipal, c'est de bien vouloir autoriser monsieur le maire à adopter le principe de financement par versement de subventions, donc correspondant aux actions de l'association retenues par la ville, et de signer la convention, donc qui est annexée à la délibération, ainsi que tout autre document. Merci. Merci Jean-François. Y a-t-il des... Je vous en prie, monsieur Verduin. Merci, monsieur le maire. Comme M. Caron vient de le dire, au-delà de la subvention, on a appris que la MJC devait faire son entretien eux-mêmes, ce qui leur fait un coût de 25 000, enfin 16 000, puisque ça commence en avril. Cela me semble particulièrement surprenant. C'est un bâtiment quand même municipal. Pourquoi ce régime de défaveur vis-à-vis de la MJC, alors qu'il y a des clubs sportifs qui ont des salles également et qu'on ne leur demande pas de faire l'entretien, quoi. Bonne question, monsieur Verduin. Je vais vous répondre très directement. Ça a été fait en concertation avec eux. Ce n'est pas nous qui avons exigé cela. Il y a d'ailleurs eu une réflexion parce que on s'est dit, c'est monsieur Chigri d'ailleurs qui était intervenu là-dessus, et donc je vous prie d'excuser son absence professionnelle, parce qu'il y avait également des investissements matériels qui étaient évoqués à hauteur de 8 000 €. Finalement, on a fait un peu plus, et donc ça a été complètement concerté. C'est pas nous qui avons décidé de baisser la subvention, qu'on soit bien d'accord. C'est un mode de fonctionnement qui passe par une externalisation chez eux. Ils vont externaliser. Et au global, d'ailleurs, vous voyez, subvention directe et indirecte, on est à plus de 600 000 €. Et vraiment, ça ne date pas de ce mandat. Alluin est l'une des villes qui finance le plus son centre social, ex-MJC. Dans beaucoup de communes, la part subvention de la ville représente entre 30 et 40% du budget de la MJC ou du centre social. Nous, on est bien au-delà. Ça représente quasiment pas loin des 2 tiers. Et on est très heureux de le faire parce qu'on a vraiment un centre social épatant, avec des gens qui portent de belles valeurs et qui, au quotidien, accomplissent nombre d'actions. Et vraiment, avec eux, on peut parler facilement, on peut échanger, on peut évoquer certaines problématiques pour trouver des solutions communes. Je pense notamment aux centres aérés, aux ALSH. Vous savez qu'il y a de fortes demandes et qu'il faut s'organiser puisqu'il y a des ALSH d'un côté de la ville, de l'autre du centre social. Et ça se passe très bien, tout simplement parce que les acteurs du centre social sont des gens qui ont la passion au plus profond d'eux. Mais là, attention, ce n'est pas la ville qui a décidé de façon péremptoire de retirer quoi que ce soit. Ça a été co-construit. Juste un complément d'information, donc pour dire que le centre social avait mis de côté à peu près 25 000 € concernant des travaux justement sur le bâtiment. Donc moi j'ai proposé à monsieur le maire que ce soit la ville qui prenne en charge ces travaux, puisque effectivement sur le sujet, il apparaît normal que concernant des bâtiments mis à disposition, ce soit la ville qui participe à des travaux. Donc monsieur le maire a accepté. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, il y a un effort financier, ça il faut le dire, de 16 000 €, 8 000 € finalement pour le centre social, puisqu'on participe à hauteur de 8 000 €, mais en contrepartie, on prendra en charge des travaux qui étaient évalués par le centre social à 25 000 €. Donc sur l'année 2023, donc finalement, la contribution de la ville sera légèrement plus importante qu'elle ne l'était en 2022. Mais encore une fois, on est vraiment dans une phase de partenariat. Bon, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté avec le centre social. L'effort a toujours été consenti et c'est bien normal. Et je pense qu'il le sera encore pendant de nombreuses années.
Merci pour cette belle précision. D'autres demandes d'intervention? Non. Qui vote cette délibération? D'accord, la majorité. Bon, bien, Jean-François, là tu t'es trompé. Pour la première fois, il n'y aura pas de majorité. Ah, je pensais que vous n'aviez pas voté. Vous n'aviez pas voté. OK. Donc, tu avais raison, Jean-François. Il y a toujours unanimité. C'est peut-être moi qui ai... Oui. OK. Donc, vous votez favorablement à cette subvention? Oui. OK. Ça m'étonnait un petit peu. Enfin, chacun a le droit de voter comme il le souhaite. Hein. Oui, naturellement. Très bien. Merci pour le centre social. Je suis très heureux qu'il y ait unanimité et il le mérite bien. Délibération 10, les stages d'été, ateliers thématiques. Voilà, un très très beau projet qui va prendre forme rapidement. Cette délibération vous est présentée par Jean-Emmanuel, que je remercie. Merci, monsieur le maire. Bon, je tenais à quand même à... Je représente Stéphanie de Ribru qui est absente aujourd'hui. Hein, c'est une délibération qui provient d'un travail conjoint, mais sur un sujet sur lequel elle s'est vraiment investie. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par là. Donc l'objet de cette délibération est de vous présenter une nouvelle offre de service pour les jeunes Alluinois. Notamment, c'est une délibération qui a un double intérêt. Premier intérêt, une nouvelle offre de service. Deuxième intérêt, également la mise en valeur de nos associations, de notre tissu associatif sur le territoire, notamment après la période de Covid, qui a quand même touché beaucoup d'associations. Alors bon, certes, tout le monde n'a pas été touché de la même manière, mais notamment en termes d'adhérents, etc. Le fait de pouvoir retrouver le tissu associatif et de lutter contre un phénomène qu'on rencontre de plus en plus, qui est l'individualisme, d'accord, notamment le manque d'investissement dans les associations, alors que le tissu associatif, c'est quand même le poumon d'une ville. Alors seront ainsi proposés des stages thématiques, d'une part des stages sportifs en semaine complète, des ateliers thématiques à la carte, environnement, travaux manuels, etc. Ces activités permettront également aux familles de connaître davantage les offres sportives, culturelles, musicales présentes sur le territoire alluinois. Ces stages se dérouleront durant les périodes les plus demandées des centres de loisirs, donc soit du 10 au 13 juillet 2023 et du 21 au 25 août 2023. Les modalités de fonctionnement, d'inscription et de règlement des prestations diffèrent l'une de l'autre, donc on vous renvoie au règlement intérieur qui est joint à la délibération. À l'issue de l'été, on fera un bilan. Hein, un bilan sera établi afin de pérenniser ces dispositifs en cas de succès, ou en tout cas, si des dispositifs qui ont moins bien fonctionné, y remédier et voir comment on peut les améliorer. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de valider ces dispositions, ainsi que les modalités qui y sont rattachées. Merci Jean-Emmanuel. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. C'est en tout cas une très très belle initiative. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin des vacances d'été, certains parents avaient quelques difficultés pour occuper leurs enfants alors qu'ils devaient reprendre le travail, notamment lorsque ce sont de jeunes enfants qui ont besoin d'une présence adulte. Et il est toujours mieux de proposer des activités sportives, culturelles, que de laisser les enfants constamment devant les écrans. Donc c'est une première. Ensuite, on capitalisera sur les retours. Hein. Il y aura sans doute beaucoup de bonnes choses, quelques axes de progrès. Ça permettra à chaque fois d'améliorer le dispositif. Qui souhaite voter favorablement à cette délibération? Unanimité. Un grand merci à toutes et à tous pour les enfants alluinois. La délibération suivante, c'est la suite logique. Hein. Voilà, ça vous est présenté par Jean-Emmanuel Agniré, et notamment la tarification de ces ateliers thématiques. Délibération 11. Alors effectivement, j'avais un petit peu oublié, excusez-moi. Donc effectivement, forcément, face à ces prestations, comme une prestation de cantine municipale, de centre aéré, de mercredi récréatif, d'accueil collectif de mineurs, proposé par la collectivité, il y a donc une tarification qui est proposée, qui est exactement sur le même principe, sur le principe des coefficients familiaux. Donc on va retrouver une tranche du quotient familial 1 qui démarrera sur un stage à 25 € la semaine et qui terminera sur un coefficient familial 7 au maximum à 70 € la semaine, et un tarif extérieur qui est fixé à 85 €.
D'accord, donc voilà, donc c'est un tarif pour un stage d'une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi de 9h30 à midi et de 13h30 à 17h. Il y a une possibilité bien évidemment de garderie plus tôt le matin et ainsi que le soir, avec une restauration qui est possible en supplément avec le tarif classique qu'on retrouvera sur la restauration scolaire et les garderies à LSH. Voilà, donc il y a une petite comment dire, info complémentaire. Le bénéfice des tarifs alunois selon le quotient CAF sera accordé aux enfants extérieurs dont les grands-parents sont domiciliés à Halluin, sur présentation justificative de filiation et de domicile, ainsi que d'une attestation d'hébergement. Alors concernant les tarifs d'ateliers thématiques à la carte, donc on est sur un atelier enfant donc à 3,50 € par enfant, un carnet de 5 ateliers enfants à 15 € par enfant, et les ateliers parents-enfants, 5 € par atelier, soit 2,50 € par personne. Voilà, je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Qui vote favorablement? Unanimité, je vous remercie. Délibération 12, elle vous est présentée par Blaise Métangmo. Il s'agit d'un groupement de commandes sur le marché propreté. Merci à toi, Blaise. Merci, Monsieur le maire. Dans cette délibération, il s'agit de mettre en place un groupement de commandes entre 3 villes, dont Halluin, Vevey-Sud et Lincel. Donc il s'agit en effet d'avoir toujours le triptyque, c'est-à-dire d'amélioration de la propreté dans notre ville, d'améliorer les conditions de travail des agents et surtout d'aller rechercher aussi les optimisations, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la ville est vigilante sur la dépense, donc on essaie de chercher les optimisations là-dessus. Pour le faire, on a réorganisé déjà un petit peu en interne les services, donc le service cadre de vie, le service voirie, le service espace vert. On a quelques matériels en location, mais qui coûtent très très cher. C'est-à-dire, demain, si on décidait d'acheter une balayeuse, ça nous coûterait beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait qu'en recherchant cette démarche d'optimisation autour d'un groupement de commandes, dont l'idée, c'est de confier, d'externaliser certaines tâches qui sont répétitives et qui, pour les agents, feraient beaucoup de difficultés à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette délibération qui, pour les villes, on a les besoins à peu près communs, les villes de Lincel, Vevey-Sud et Halluin, on a les besoins communs, notamment sur le ramassage des feuilles, le balayage mécanique, la gestion des corbeilles de ville, le nettoyage après le marché et le ramassage des déjections. Compte tenu du fait que la ville d'Halluin est plus grande, au niveau de la strate, donc on propose que la ville d'Halluin soit mandataire ou coordinateur du groupement de ce groupement de commandes. Et on demande donc, il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à passer une convention constitutive du groupement de commandes avec les communes d'Halluin, Lincel et Vevey-Sud, de lancer les procédures de passation du marché dans le cadre du périmètre de la convention du groupement de commandes, soit pour le ramassage des feuilles, le balayage mécanique, des caniveaux, le nettoyage des trottoirs, la collecte des poubelles type mobilier urbain, le nettoyage après le marché, le nettoyage suite à des festivités et le ramassage des déjections animales. De signer la dite convention et les marchés après attribution, ainsi que tous les documents s'y rapportant, sous réserve de l'inscription des crédits budgétaires. Merci. Un grand merci, monsieur le premier adjoint, mon très cher Blaise. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Je vous en prie, monsieur Verduin. Pardon? Et ensuite, monsieur Desbucois? On va donner la priorité à l'opposition, et ensuite, monsieur Desbucois, s'il y a un échange, c'est très bien. Comme vous le souhaitez. C'est un constat, notre ville est sale. Beaucoup de gens en parlent. Il s'agit ici, ni plus ni moins, qu'une marche en avant vers l'externalisation des services municipaux au profit du privé, qui a pour unique objet de réduire les charges du personnel en détriment de la qualité au service aux citoyens. La réalité n'est pas une recherche d'efficacité, mais surtout que la ville est prise à la gorge par les finances à cause d'achats inconsidérés, de l'extension effrénée de notre police municipale. Il faut récupérer l'argent ailleurs. La réalité, c'est que la ville a augmenté de 8% les impôts et que le taux d'endettement, depuis l'année passée,
ne finit pas de monter, quoi. Pour avoir beaucoup moins de services au public, de donner moins de services au public et aux Aluinois. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Verduin. Blaise Métangmo me dit « Je commence ou c'est toi ?» Je suis tellement choqué. Pardonnez-moi, vous me faites penser à Gustave d'Assonville entre 2008 et 2014. Mais vraiment. Une ville sale. Eh bien, écoutez, comparé avec ce qu'on connaissait il y a quelque temps, les Aluinois me le disent, jamais Aluin a été aussi propre. Jamais Aluin a été aussi propre. Quand je me rends même dans notre capitale régionale à Lille, quand je stationne par exemple près de l'île Saint-Maurice, et quand je reviens sur Aluin, jamais la ville a été aussi propre. Et je crois que dire que la ville est sale, non seulement c'est ne pas voir les choses, c'est quelque part insulter nos personnels qui réalisent un travail au quotidien extrêmement lourd aux dépens de leur santé. C'est également ainsi à insulter toutes les personnes, les administrés qui participent bénévolement aux actions Aluin propres, sous l'égide de Blaise Métangmo. Aluin n'a jamais été aussi propre. Alors, certes, il y a quelques mauvais comportements. Certes, il y a des gens irrespectueux. Certes, il y a des personnes qui vont laisser leurs chiens déféquer sur les trottoirs sans même ramasser la déjection. Nous sommes les premiers à verbaliser ceci, parce que votre tête de liste n'avait jamais osé le faire. Elle disait publiquement « je ne vais pas verbaliser, sinon je vais perdre des voix ». Moi, je verbalise. Il n'y a pas un centime pour la ville d'Aluin. Tout va à l'État. Mais dans un sens, tant mieux. L'État, c'est l'éducation nationale. L'État, c'est la santé. Nos hôpitaux ont besoin d'argent. Donc, Aluin, ville sale, non. Aluin est plus propre qu'avant. Oui, Aluin peut être encore plus propre. Ça, c'est vrai. Vous dites l'externalisation au détriment du service. Non, puisque le service continue à exister. C'est l'externalisation qui vient renforcer le service. J'évoquais il y a quelques instants, et comme je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises, voilà le personnel municipal qui fait un travail souvent ingrat. Vous savez, ce week-end-ci, il a plu. Quand on est en extérieur par un très beau temps, au mois de mai, juin, c'est agréable. Là, en hiver, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il vente, ils sont à l'extérieur. Et ils ramassent les déchets. Et ils utilisent la balayeuse. Et ils utilisent le glouton. Et après des années et des décennies, pourtant, je l'ai dit, mais visiblement, vous ne l'entendez pas, vous avez des pathologies squelettiques qui apparaissent. Et lorsqu'on est confronté à ça, on se doit de prendre des décisions. Et les décisions que nous prenons, c'est tout simplement de lutter contre ces pathologies squelettiques en renforçant l'externalisation pour qu'il y ait un mixte cohérent. Alors, achats inconsidérés. Vous avez évoqué des achats inconsidérés et vous avez évoqué le taux d'endettement. Eh bien, je vous invite à relire le budget, venir régulièrement. Vous verrez que le taux d'endettement, par exemple, cette année, on emprunte 0 et on rembourse 1,5 million d'euros de dettes de Gustave d'Assonville. Parce que plus la majorité des dettes que nous avons actuellement, elles ne sont pas de Jean-Luc Dereau, elles sont de Gustave d'Assonville. Un monsieur qui prétendait avoir redressé les comptes, tous les chiffres sont consultables. Donc le taux d'endettement qui augmente, non. Moins 1,5 million, je le répète, de capital qu'on rembourse cette année, et pas une seule dette contractée cette année. Les achats considérés, écoutez, je vous laisse vous exprimer quels sont ces achats inconsidérés. Déjà, je ne vois pas ce que M. d'Assonville vient faire dans le Conseil. D'accord. Oui, oui.
C'est du passé, monsieur le maire, on ne vit pas avec le passé. Hein? Donc, les achats inconsidérés, vous le savez bien, hein, les bâtiments, les trucs, on va revenir avec la boucherie, on va revenir avec et qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Quels sont ces achats? Je n'ai pas compris. Pardon? Quels sont ces achats inconsidérés? Des achats d'immeubles où on voit qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole, si vous le voulez bien, à Monsieur Metangmo, si vous voulez bien, voilà. Achat inconsidéré, bon, la boucherie, on s'est exprimé à X reprises là-dessus, je vous ai indiqué à X reprises qu'il y avait des subventions. Voilà, je vous ai dit à X reprises qu'il s'agissait d'un lieu stratégique. Je vous ai dit à X reprises que moi, ça m'arrive de manger dans les kebabs. J'aime bien manger au kebab. Mais là, un kebab qui allait s'installer? Non, il fallait préempter. Bon, Blaise, je te donne la parole. Merci, monsieur le maire. Bon, je souhaite simplement faire une précision technique pour le coup, mais pas politique. Je tiens déjà à rappeler tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, puisque c'est important. C'est important, on arrive aujourd'hui à une partie, c'est un petit bout du travail, mais qu'une partie du travail, puisqu'il y en a encore beaucoup à faire. Quand on est arrivé, on a mis en place l'opération à lieu propre. C'est une grosse opération de sensibilisation des habitants. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'une opération où on demande aux gens de ramasser, mais c'est une opération de communication et de sensibilisation. Quand on a fait cela, on a réorganisé les services. Déjà, dès qu'on est arrivé, on a créé un service cadre de vie avec un bloc pour la partie espace vert et un bloc pour la partie propreté, dont les mêmes agents qui sont là. Alors, on a refait un marché pour les corbeilles de rue et on a même augmenté le nombre de corbeilles parce qu'en fait, il y a des gens qui me croisaient en route et me disaient qu'il n'y a pas assez de corbeilles de rue dans la ville. On a créé des corbeilles. Pourquoi on fait ces corbeilles? Parce qu'en fait, on ne souhaite pas qu'il y ait une seule raison de dire qu'on n'a pas trouvé une poubelle pour déposer son déchet. Donc on fait en sorte que tout Alunois, où qu'il soit, puisse déposer son déchet. Ensuite, on a même mis des corbeilles de tri. C'est-à-dire, au-delà de la propreté, on veut faire en sorte que les gens puissent, alors qu'ils trient chez eux, mais qu'ils puissent trier aussi en extérieur, en centre-ville. On l'a fait. On a mis récemment en place la brigade environnement. À quoi elle sert, cette brigade? Elle ne sert pas seulement à verbaliser, quoique, mais elle est là aussi pour sensibiliser au porte-à-porte chaque Alunois, chaque personne qui pourrait, même par mégarde, déposer un déchet à côté. Donc on fait tout cela, pourquoi? Pour augmenter l'éclat, pour augmenter la visibilité et l'attractivité de notre ville. Moi, je préférais qu'on soit dans ces types de débats techniques, mais des débats pour la ville et non des débats politiciens. C'est ça qui m'intéresse. Merci à toi. Merci, Monsieur Metangmo. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Je m'en excuse, Monsieur Verduin. Vous avez évoqué aussi le coût de la police municipale. Juste pour votre information, j'ai reçu aujourd'hui, vous savez, comme je le reçois très régulièrement, tous les mois, le coût donc, de la masse salariale. Et c'est l'un des services qui est en dessous de son objectif. C'est-à-dire les sommes dépensées sont en deçà de celles estimées. Monsieur Martinaz, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste appuyer les propos de Blaise, puisque factuellement, la première année, il me semble qu'on a ramassé 500 kilos de déchets, et que sur cette dernière opération, 200 seulement. Donc je pense que ça fonctionne et qu'on peut continuer dans ce sens-là. Merci. Merci. Marc, je t'en prie. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais juste apporter le témoignage, parce qu'effectivement, avec d'autres... dont Nicolas et puis d'autres, j'ai participé à l'opération à lieu impropre, c'était il y a 8 jours. Et effectivement, on était beaucoup plus nombreux et on a ramassé beaucoup moins par rapport à l'année dernière. Et moi, j'étais frappé par justement la propreté dans les quartiers. Je ne dis pas en périphérie, il peut y avoir des dépôts, mais vraiment, je trouve que ça s'améliore. Et donc, je m'inscris en faux avec l'affirmation qu'Aluin devient plus sale. Au contraire, Aluin devient plus propre. Merci. Oui, et puis il y a surtout une réactivité. Vous savez, à côté de Saint-Hilaire, ce week-end, il y a eu donc un dépôt sauvage au croisement de Saint-Hilaire et Gustave Desmaîtres. Bon, on est intervenu, on a le nom et l'adresse de la personne. 1 500 € d'amende. C'est un Aluinois. Voilà. C'est quelqu'un qui va sans doute faire la tête. Mais c'est comme ça, c'est 1 500 €. Hein, voilà, plus d'1 mètre cube. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Très bien. Qui vote favorablement à cette délibération?
Voilà, donc la majorité, oui. Qui s'abstient? Qui vote contre? L'opposition vote contre la propreté de la ville. C'est assez cocasse quand même, vous nous l'accorderez. Délibération suivante. Délibération 13. Alors cette délibération, je vais vous parler un petit peu de la genèse. C'est une délibération que nous n'allons pas voter aujourd'hui. Elle concerne la stérilisation des chats errants. Vous le savez, le bien-être animal nous anime au plus haut point. Nous nous sommes engagés lors de la dernière campagne municipale sur un concept Aluin Refuge. Qu'est-ce qu'Aluin Refuge? Cela permet au maître qui possède un chien ou un chat, si l'animal vient à se perdre, eh bien un citoyen qui le trouve va le déposer à un endroit précis, je vous en parlerai dans quelques instants, où donc le propriétaire pourra le récupérer. Également se pose la question de la stérilisation des chats. Les chats sont donc très prolifiques. Sur une année, une chatte peut mettre au monde 12 chatons. Vous imaginez ce que ça fait ensuite au bout de X années. Il est donc essentiel de réguler, maîtriser la population des chats. Deux possibilités. Il y en a une qu'on exclut totalement, tout simplement parce qu'on est sensible au bien-être animal, c'est l'euthanasie. Exclu. La stérilisation, c'est la bonne solution. Je tiens à remercier une association, alors avant c'était Chaperlipopette, ensuite c'est Stérilcat, avec qui nous avons eu des contacts, et ma directrice de cabinet les reçoit d'ailleurs demain, une association qui est en lien avec 30 millions d'amis, mais qui travaille avec nombre de villes. Là, actuellement, cette association peut prendre en charge 10 stérilisations. 10 stérilisations, c'est fort peu, c'est insuffisant. Donc, on devait arbitrer, et je remercie Marie Debu, qui est très en pointe sur ce sujet et qui fait un travail de très grande qualité. Nous avons donc décidé de reporter cette délibération afin de voir ce qui était possible de façon plus précise avec Stérilcat. Stérilcat nous demande notamment d'avoir un lieu pour héberger ces chatons. On n'en a pas. La ville, je dirais, possède des écoles, possède des salles de sport. Elle ne possède pas de lieu spécifique. On a quand même une ferme pédagogique, avec un personnel parfaitement formé. Et notamment, il y a un lieu qui a été fléché, qui peut être nettoyé, bien évidemment, et aménagé pour recevoir ces chats à la ferme du Mont-Saint-Jean. On va voir avec eux. On va également interroger d'autres acteurs. On pense notamment à la LPA que j'ai eue ce matin au téléphone et qui, elle, peut gérer bien plus que 10 stérilisations. Donc ce sera peut-être la LPA, finalement. Mais toujours est-il que nous allons opter pour un service respectueux de l'animal et qui soit, sur le plan quantitatif, suffisant. C'est pourquoi je vous propose de reporter cette délibération lorsqu'on en saura plus, que ce soit avec Stérilcat, la LPA ou un autre acteur. Y a-t-il peut-être des demandes d'intervention là-dessus? Mais du coup, il n'y a pas de vote. OK. Délibération 14, on parlait justement de Marie Debu. Voilà, il s'agit là d'un très très beau projet de mise à disposition de parcelles pour la création d'un jardin écolo thérapeutique, donc avec le PSM d'Aluin, Vallée de la Lys. Merci Marie. Merci Monsieur le maire. Alors, cette délibération, elle est proposée en partenariat avec le Petit Sceau Rouge de mettre à disposition, notamment, donc en 2 conventions, le toit de la salle d'Iric pour qu'il puisse récupérer l'eau de pluie
par rapport au potager qu'ils ont créé sur un terrain de notre logis. Donc on soutient cette action-là dans le but de pouvoir le développer aussi, hein. On trouve que c'est un très joli projet. Et d'autre part, une autre convention qu'on fait avec eux dans la continuité du restaurant thérapeutique de l'EPSM. Ils nous ont demandé un terrain à prêter pour pouvoir y faire un potager thérapeutique, donc en lien avec l'EPSM. Donc on est ravis de pouvoir soutenir ce projet-là et de pouvoir leur mettre à disposition un terrain. Voilà, merci. Merci, ma chère Marie. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Non, un très beau projet, voilà, qui soutient notre volonté d'un environnement apaisé et qui permettra donc également de faire la sensibilisation. Nicolas? Alors, étant en lien avec le Petit Saut Rouge et travaillant chez 3F Nostrologie, je vais m'abstenir de voter, mais mon cœur dit oui. Très bien, Nicolas. D'autres interventions? Donc Nicolas Martinage ne prend pas part au vote. Qui vote favorablement? Unanimité, moins Nicolas qui n'a pas pris part au vote. Délibération 15, plan local d'urbanisme, le fameux +3. Je donne la parole à notre ami Alain Cap, l'excellentissime. Vous savez, c'est toujours le qualificatif que j'utilise. Voilà, concernant l'aménagement du territoire. Bien sûr, tous les élus ici présents sont tout aussi excellents qu'Alain Cap. Cela va sans dire. Mes chers collègues, excellentissimes collègues, je vais vous parler du PLU, du plan local d'urbanisme. On en a parlé en septembre la dernière fois, 40 minutes, hein, c'était assez long et je ne vais pas être si long aujourd'hui. Donc on est dans la procédure de révision du plan local d'urbanisme que l'AMEL a lancé le 18 décembre 2020 avec un certain nombre d'étapes. Aujourd'hui, on est dans une étape où les communes sont sollicitées pour donner leur avis sur le projet de plan local d'urbanisme qui a été adopté au Conseil métropolitain le 10 février dernier. Donc on est dans une période où, dans les 3 mois de la notification aux communes de cette délibération, on doit se prononcer sur ce PLU et donner notre avis. Est-ce qu'on est favorable ou est-ce qu'on est défavorable? Bon, si on est défavorable, eh bien, la MEL devra revoter de nouveau à une majorité des 2/3 et pour essayer de faire passer son PLU. Voilà, on est dans ce qu'on appelle la consultation des personnes publiques associées. Donc on n'est pas que la commune, il n'y a pas que la commune qui est consultée, il y a aussi départements, régions, d'autres organismes qui sont consultés. Ensuite, il y aura la période d'enquête publique pour que tous les particuliers puissent se prononcer. Si un particulier se rend compte que son terrain n'est devenu inconstructible ou au contraire a demandé qu'il devienne constructible et il ne l'est pas devenu, ils pourront à ce moment-là participer à l'enquête publique. Et enfin, le plus définitif sera adopté. Alors, on est en train de réviser ce plan local d'urbanisme. Pourquoi? Parce que la MEL s'est étendue. On est 95 communes aujourd'hui. Les communes qui sont entrées dans la MEL avaient déjà un plan local d'urbanisme avec des règles de constructibilité. On s'est retrouvé avec 11 plans locaux d'urbanisme sur le territoire de la métropole. Bon, il fallait fusionner tout ça et avoir un seul plan local. Puis en même temps, ça a été l'occasion d'intégrer des textes de loi sur le plan climat et énergie territoriale, la loi climat et résilience qui est venue pendant la procédure de révision qui est entrée en vigueur, le fait que certaines communes de la métropole soient gardiennes de l'eau pour préserver les champs captants qui passent en dessous de leur commune. Bon, toutes ces règles-là ont été intégrées dans le plan local d'urbanisme. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de causes et de choses qui ont été intégrées dans le PLU. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois, on avait voté contre parce qu'on était dans le cadre d'une consultation des communes en dehors de la procédure officielle d'élaboration du PLU.
En gros, les services métropolitains consultaient les communes pour prendre un peu la température, voir s'ils pouvaient aller jusqu'au bout dans la procédure de révision, si tout allait bien se passer. Beaucoup de communes ont voté contre parce que ce qui avait été demandé, les communes n'obtenaient pas satisfaction là-dessus. Depuis, il y a eu beaucoup de discussions avec les vice-présidents de la métropole, avec le président lui-même, avec les services. Et aujourd'hui, on peut être satisfait de ce qu'on a obtenu par rapport à nos exigences la dernière fois. Et cette fois-ci, je vous proposerai un vote favorable à ce plan local d'urbanisme que vous avez pu consulter en tant qu'individuellement sur le site de la métropole et puis en discuter en commission avant ce conseil municipal. Alors, bon, on avait par exemple un outil qui était la servitude de mixité fonctionnelle que la MEL proposait. Ça consistait, à partir du moment où on construisait 1000 m² de surface de plancher de logement, de construire 10% de cellules commerciales ou artisanales au pied des immeubles. Et à partir du moment où on arrivait à 10 000, bon, c'était 5%. Sauf qu'on risquait d'avoir des coquilles vides un peu partout. C'était obligatoire, c'était automatique. Nous, on demandait à ce que les maires aient le choix de construire et de réaliser ces cellules quand ils en avaient envie et où ils en avaient envie surtout. Bon, ça a été retenu par les services métropolitains et par le président de la MEL qui a fait voter le 10 février ce plan local d'urbanisme. On avait des règles aussi de hauteur, par exemple, où les hauteurs des bâtiments minimales allaient monter à 13 mètres, alors qu'ils étaient de 10 mètres. Beaucoup de communes se sont opposées à ça, ne voulant pas des immeubles de grande hauteur sur leur territoire. On est revenu à la règle des 10 mètres. Donc ça a satisfait beaucoup de monde. Proprement sur la commune, notre site Gratterie, où on ne voulait pas 30% de logements locatifs sociaux, mais 18% pour en faire un site un peu plus haut de gamme sur le territoire de la commune. Alors bien sûr, les services métropolitains restaient sur leur idée d'avoir 30% de logements sociaux et nous mettaient ça dans un outil qu'on appelle une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, une sorte de règlement particulier qui s'impose aux promoteurs. Bon, on a demandé le retrait de cette OAP, on l'a obtenu, voilà, ce qui nous permet de maîtriser l'aménagement sur ce site en fonction de ce qu'on souhaitera ici lors du conseil municipal. Pareil, l'extension de la cavale rouge, la construction sur les terres agricoles, enfin pas la construction, mais plutôt l'évolution du zonage et du règlement sur les terres agricoles au sud de la cavale rouge, on s'y est opposé. La métropole est revenue sur cette volonté de changer le zonage. La ZAC du Front de Lys aussi, la ZAC du Front de Lys qui est en face de notre logis et qui n'est pas terminée. On a obtenu le maintien de ce règlement particulier pour faire finir cette première phase. Vous savez qu'il y a une voie intérieure qui débouche nulle part, elle doit déboucher sur l'avenue du Port Fluvial et on ne pouvait pas clôturer cette zone si ce n'était pas terminé. De la même manière, on a une phase 2 qui démarre de Sylvie-Thirier jusque l'entrée de la phase 1 qui n'est pas faite et on demande que ce soit réalisé. Donc, de la même manière, dans le PLU, on a maintenu ce zonage particulier qu'on appelle une ZAC, zone d'aménagement concerté. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous citer? Le terrain rue La Fontaine, un terrain qui est en zone d'urbanisation future et que la MEL ne voulait pas rendre constructible. Finalement, après discussion, ils nous l'ont rendu constructible. Donc c'est LMH qui a acheté ce site en fin de mandat dernier, on n'était pas encore élus. Et aujourd'hui, on discutera avec LMH du projet de permis de construire sur une faible densité, sur de la maison et pas du logement collectif comme auraient pu le vouloir les services métropolitains. Donc beaucoup de discussions qui nous ont finalement été favorables et qui nous permettent aujourd'hui de proposer un vote favorable. Avec 3 petits points que j'en terminerai là, de demande auprès des services de la MEL,
La possibilité sur le site du Collège Schumann de pouvoir réaliser un lycée si l'occasion, et c'est pas si l'occasion se présente, c'est si la décision est prise au niveau de l'évêché, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien du diocèse. Or, les documents techniques de la métropole dans le PLU ne nous le permettaient pas. Nous, ce qu'on demande, et on l'écrit dans cette délibération, c'est que ces documents, une OAP encore une fois, permettent de réaliser ce lycée si la décision est prise. Une deuxième demande que l'on formule, c'est qu'on avait déjà formulé aussi avant, c'est la demande de parking à l'angle de la rue de la Lys et de l'avenue du Port Fluvial. Les services métropolitains l'avaient inscrit, donc si on n'avait pas eu l'œil, on se serait fait avoir, mais il était inscrit au bénéfice de la commune, cet emplacement réservé. Ça voulait dire que c'était à la commune de le payer. Donc on a demandé à ce que ça soit la métropole qui réalise ce parking, parce qu'il est en complément de la future véloroute voie verte, qui va déboucher à cet endroit-là, va traverser l'ancienne friche SNCF, va aller jusqu'au bord de Lys. Et c'est un lieu où on se gare et où toute personne venant de partout dans la métropole peut se garer. Ce n'est pas un site d'intérêt communal uniquement. Donc on réaffirme cette demande. Et avec beaucoup moins d'importance, c'est un petit emplacement réservé entre la rue Léon Blum et la rue des Prés, qui traverse la friche SNCF, justement, sur laquelle un projet de parc a été étudié avec les services métropolitains. Bon, que cette jonction ne soit pas à usage de voirie routière, mais uniquement de voirie piétonne et vélo, donc de voie douce. Et c'est ce qu'on réaffirme dans cette délibération. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, et je vous remercie. Merci, mon cher Alain. Oui, le PLU 3, c'est un dossier tellement conséquent. Il y a eu nombre de réunions, concertations, échanges multipliés par 95 communes avec des arbitrages qui sont parfois complexes, une réglementation qui, à certaines occasions, peut se montrer frustrante. Et au final, on arrive quand même à un beau et bon résultat. Je tiens à remercier publiquement M. Francis Vercamer, vice-président, qui véritablement a réalisé un travail empreint de volonté, de courage, d'opiniâtreté. Il a été d'un soutien incomparable pour l'ensemble des 95 communes de la métropole européenne de Lille. Également le président, Damien Castelin, que j'ai rencontré en tête-à-tête ce vendredi dernier. Et nous avons la chance d'avoir un exécutif pragmatique et à l'écoute à la métropole européenne de Lille. Tu as évoqué notamment Schumann. Là, j'ai appelé ensuite la direction diocésaine. Je ne sais pas si ce lycée va se faire. Rien n'est certain. Mais je puis vous assurer que la ville d'Halluin et la métropole européenne de Lille mettent tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions possibles à ce futur lycée qui permettrait à nos élèves halluinois de ne plus avoir à courir jusque Tourcoing, matin et soir, multiplié par le nombre de jours dans l'année. Une ville qui a son lycée, vous savez, c'est une ville qui change de statut. Et c'est tellement cohérent avec la voie verte qui arrive juste à côté. Également la friche SNCF. On avance bien avec la métropole européenne de Lille et la métropole est prête à nous accompagner pour valoriser cette friche. Également pour les 17 hectares du port d'Halluin, tout en maintenant bien sûr l'activité du port. Je pense notamment au restaurant L'Équipage, mais vous savez que la Melle est très sensible aux espaces naturels. Avec la puissance de la Melle, on pourrait faire quelque chose de sensationnel au port d'Halluin. Tu as évoqué le front de Lys, donc oui, pour 18% de logements sociaux. Ça m'a été dit de façon claire par le président Castelin. Et puis aussi et surtout l'économie circulaire.
Je sais que mon voisin de gauche, Blaise Métangmo, est très sensible à cela. Des projets se préparent, notamment de synthèse d'hydrogène pour la commune d'Halluin. Voilà. Halluin serait une ville non plus où on traite simplement des déchets, mais où on valorise tout en ayant un cadre de vie et un environnement préservé. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant ce plus 3, le plan local d'urbanisme? Je t'en prie, Jean-François, merci à toi. Merci, monsieur le maire et monsieur Cap, pour cette présentation. Moi, je suis toujours un petit peu réservé. Je l'avais été lors de la fois précédente. Je le suis encore un petit peu. Alors, je me demande si on ne peut pas peut-être préciser certaines choses dans cette délibération. Alors, juste une chose, une remarque. Ça n'engage que moi, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée d'un lycée public sur Halluin. Parce que de dire effectivement qu'un lycée privé, ça permettra à tous les Halluinois de pouvoir aller dans un lycée, ce n'est pas totalement vrai, hein, puisque un lycée privé représente un certain coût pour les familles. J'ai peur que si on s'engage exclusivement sur cette voie-là, on crée une nouvelle source d'inégalité sur Halluin. Et là, je suis un petit peu taquiné, je vous avouerai, sur le sujet. Je pense qu'il faut continuer à œuvrer, hein, me semble-t-il, sur le lycée public. Hein. On a des réseaux politiques, je crois, à la région, me semble-t-il. À mon avis, peut-être certaines influences à faire jouer. Donc, n'abandonnons pas cette idée, hein, puisque j'ai peur que ce soit déjà acquis aujourd'hui, que peut-être nous aurions un lycée privé. Je le répète, ça ne profiterait peut-être pas forcément à tous les Halluinois et les Halluinoises. Ça, c'était la première remarque qui n'engage que moi, hein, bien évidemment. Ensuite, est-ce qu'on peut préciser, alors concernant le front de lys, ça c'est vrai que c'est un vieux serpent de mer, hein, notamment, et cette voie de contournement, alors je parle des poids lourds notamment, hein, puisqu'il était question que les poids lourds puissent, au travers donc de cette voie du front de lys, de la ZAC, accéder directement à Gallo en évitant de passer par la rue de la Lys. Je pense que c'est urgent, hein, on le sait, hein, puisque le matin, on a un balai de poids lourds quand même assez important, hein, quand vous allez du côté de la rue de la Lys, perpendiculaire à l'avenue du port fluvial. Donc je ne sais pas si on peut le rappeler peut-être dans la délibération, hein, puisque l'engagement, il existait depuis de nombreuses années. À nouveau, l'AML s'engage, mais au fur et à mesure, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui évoluent, hein, je trouve. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus, sur ce sujet. Et après, concernant la modification de l'emplacement réservé S11 sur le parking, bon, c'est un choix qu'on a fait peut-être. Moi, je voudrais que ce soit précisé peut-être la superficie, hein, puisque l'emplacement S11, c'est ce grand champ, hein, qui est perpendiculaire à l'avenue du port fluvial et la rue de la Lys. Hein, donc c'est un champ qui est très très important. Je suis un peu sceptique, hein, permettant le stationnement aux usagers de la voie verte. Moi, je me dis que les usagers de la voie verte, je ne pense pas qu'ils vont venir en voiture pour se garer et prendre leur vélo pour aller sur la voie verte. Je pense que si c'est un parking qui est assez étendu, à mon avis, ce sera un parking qui sera certainement utilisé, hein, pour d'autres usages. Et ça pourrait créer certaines nuisances, entre guillemets, si je peux dire, pour ceux qui habitent à proximité. Donc, si on peut préciser encore une fois, hein, l'étendue donc, ou la superficie de ce parking, ce qui a été vu, hein, puisque de dire que ça permettra le stationnement aux usagers de la voie verte, c'est est-ce qu'on va réglementer l'accès au parking? Bon, je ne pense pas, hein, à mon avis, Alain. Enfin, je ne pense pas que ce soit le sujet. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment une nécessité entre nous. Bon, ça ne m'empêchera pas de voter favorablement, puisqu'il y a d'autres points. Mais je tenais quand même à, si ça peut être précisé, hein, puisque je le répète, hein, c'est quand même une superficie qui est très étendue. On a un bel espace agricole et on va l'empiéter pour partie ou je ne sais combien d'un parking. Et je sais que dans la majorité, on est quand même assez sensible, notamment, hein, par rapport à la préservation des surfaces agricoles. Voilà, c'était mes remarques. Hein. Donc s'il peut y avoir ces précisions dans la délibération, peut-être, hein, je pense que ça permettrait d'accompagner le débat. Merci Jean-François. Oui, on pourra préciser bien sûr la superficie, puisque l'emplacement réservé, une fois qu'il est créé, il est créé sur une emprise bien précise, et ça figure dans les documents annexes du PLU. Donc, effectivement. Je le disais, l'emplacement réservé avait été accepté, mais au bénéfice de la commune, ce qui signifie que c'était la commune de le financer. Or,
Il servira à cette véloroute voie verte et aux usagers, bien sûr, mais pas que, c'est évident. Il est important quand même de mettre en avant le fait que ce soit un usage pour du public métropolitain et pas que pour du public municipal. Mais effectivement, dans ce secteur-là, on a déjà pas mal de gens qui viennent se stationner régulièrement. On a des petits parkings, un petit parking à côté qui pourra servir à autre chose demain parce qu'on est dans une zone où les sites industriels sont en mutation et sur lesquels on travaille pour essayer de transformer ce secteur. Donc il y aura peut-être encore moins de stationnement demain et ce stationnement-là sera nécessaire. L'ensemble du site du champ Agache le long de l'avenue du Port Fluvial était en zone AUD, en zone d'urbanisation future. On le passe en zone N, en zone naturelle. On le protège. On a eu lors de la concertation avec les habitants différentes idées, dont un verger public qui peut être une bonne idée à voir, à discuter. Mais on protège ce site et on prend une petite partie qui est l'angle, même si on aura un grand parking, je pense, c'est l'angle du champ. Mais on peut aller de l'angle jusqu'à la première maison du site Gratterie. On peut avoir un peu cette emprise-là. C'est l'emprise de l'emplacement réservé qui sera mise au PLU. Voilà. Oui, merci Jean-François, merci Alain pour l'enrichissement que vous apportez à ce débat. Mettre des mètres carrés, une superficie comme ça, je dirais peut-être 3000 mètres carrés, mais c'est pas forcément évident puisqu'on est sur une zone, tu l'as dit, qui est passée d'urbanisation des ferrets à naturelle. Je ne sais pas si c'est aisé de mettre très précisément un nombre de mètres carrés. Je pense que 3000 mètres... Pardon ? Quand je dis Oui. ça, je ne voudrais pas qu'on soit piégé par des aspects technocratiques, par exemple, et que par rapport à ce qui a pu nous être présenté, finalement, on se retrouve éventuellement sur une superficie bétonnée qui soit au-delà de ce qui était prévu. C'est ça mon inquiétude. Ce ne sera pas le cas, mais attention, il y a beaucoup d'enjeux. Le PLU, c'est très sensible. Et puis, au niveau métropolitain, généralement, on cherche tous plus ou moins à tirer la couverture dans son sens, si je puis dire. Donc, c'est surtout ça, c'est une précaution. Après, si on nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura aucun risque et qu'il y a une partie, effectivement, consacrée donc, à du parking, mais que l'essentiel sera préservé, c'est ça. Mais c'est d'être certain de cela, c'est surtout ça. Le risque, pour parler simple, c'est qu'on n'ait pas de parking du tout. Moi, vous savez, je suis toujours très rentre-dedans et très droit au but. Oui, il y a besoin de stationnement, notamment le vendredi. Ben oui. Bon. Il y a un parking juste à côté qui est souvent prêté par la SNCF. Cette zone va être valorisée avec sans doute un rachamel. Bon. Il y a également des moments forts. Je parle d'Alluin-Plage, mais il n'y a pas que ça. Et donc, rue de la Lys, dans ce secteur-là, c'est vrai qu'un petit parking, ça manque. Mais étant donné que ça coûte de l'argent, je crois que plus le parking est grand, plus il coûte de l'argent. Dans un sens, tant mieux. Comme ça, on est certain que ce ne sera pas trop bétonné. Mais non, mais c'est ça, là, c'est sûr. Le seul risque, c'est qu'on n'ait pas de parking du tout et qu'on ait alors à devoir lutter contre le stationnement anarchique. Et il n'y a pas qu'en période de Ramadan, pour être franc, que les véhicules sont nombreux et qui viennent stationner dans ce secteur de la ville. Il faut appeler un chat, il faut dire les choses. Donc un petit parking, je dirais par exemple 3000 m², c'est très peu, hein, ça représente même pas 10% de la surface totale, hein, même pas moins de 10% de la surface totale, ça serait, je pense, utile. Tu veux intervenir à niveau ? Effectivement, on a besoin quand même de trouver des arguments pour que ça soit la métropole qui paye. Tu l'as bien compris, Jean-François. Donc,
C'était dit sans le dire, mais en même temps, c'est vrai que ça va servir aux usagers de la voie verte, mais à d'autres usagers aussi. Je rebondissais en montrant l'excellentissime Nicolas. Quand tu parlais de bétonner, un parking bétonné, aujourd'hui on fait des parkings verts, on fait des parkings où l'eau s'infiltre, on y plante des arbres, on n'a plus le parking, d'ailleurs on n'en voudrait plus, et la métropole ne le proposera pas comme cela, mais je peux laisser Nicolas en parler s'il veut, mais voilà, on aura quand même, on sera très attentif sur la qualité du parking qui sera fait là, et ça sera un parking végétalisé bien sûr, qui permettra l'infiltration de l'eau, très développement durable. Je reviens également sur la question, c'est bien d'avoir posé, merci Jean-François du lycée, parce que c'est évident pour moi, et je suis sûr que la presse est libre d'aborder le sujet qu'elle veut, mais c'est un sujet qui est tellement, je dirais, majeur et essentiel que peut-être, si elle le souhaite, elle s'en fera l'écho. Je vous l'ai dit, c'était en 2020, j'ai reçu Madame Valérie Létard, et je vais poser la question parce que mon prédécesseur avait fortement communiqué sur l'arrivée d'un lycée public à Luhain. Il n'a jamais été question qu'il y ait un lycée public à Luhain. Malheureusement, je le regrette, je le déplore. Il n'y aura pas de lycée public à Luhain. J'aimerais qu'il y en ait un. Il n'y en aura pas. Pourquoi ? Parce que la région ne financera pas un lycée public. La raison de ceci, c'est que le lycée public Gambetta n'est absolument pas saturé. Il reste des places. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'essaie d'échanger avec eux. Alors, les réseaux, je n'ai pas de lien direct avec M. Xavier Bertrand. Je suis sans étiquette. Je ne suis pas membre Les Républicains. Mais c'est vrai qu'à un endroit donné, lorsque le lycée public existant a des locaux vides, ils ne construisent pas. J'aurais préféré j'aurais préféré un lycée public sur Luhain. Mais Valérie Létard m'a dit que, c'est pas le mot qui a été utilisé, mais visiblement mon prédécesseur a fait, je mets des guillemets, de l'esbrouf. De l'esbrouf. Pardon ? Il faut attendre le changement de majorité à la région. On peut jouer là-dessus. Je ne sais pas, les prochaines régionales quand elles lieu, mais pourquoi pas Parce que c'est aussi prestigieuse que soit Madame Létard, c'est un avis qui a été donné. Donc, pourquoi pas ? Peut-être. Je ne sais pas s'il ne faut pas jouer la montre. Monsieur le maire. Je serais extrêmement favorable, enthousiaste et heureux que la région finance un lycée à Luhain. Je serais le premier à applaudir, à pousser dans ce sens-là, et je pense même qu'on montera sur le tandem. Mais en tout cas, voilà ce qui m'a été dit. Et il est vrai que Gambetta est loin d'être saturé. Donc je me suis heurté à une fin de non-recevoir, et elle m'a dit qu'il n'avait jamais été question. Mais bon, la région a tout à fait le droit d'être sensible, je dirais, au cycle circadien des enfants, à leur fatigue inutile provoquée par des déplacements intempestifs, et véritablement à faire de la vallée de la Lys plus de 50 000 habitants, la vallée de la Lys nord-nord-est, pardon, de nous permettre d'avoir ce lycée tant attendu. Le diocèse, par contre, y pense. Nous sommes en concurrence avec une autre commune que je ne vais pas citer publiquement mais je pourrais en parler en off si vous le souhaitez. Et je serais très heureux qu'on ait ce lycée. Petite information que je donne, les contributions qu'on demande aux familles sont adaptées au budget des familles. Au Collège du Sacré-Cœur, il y a des familles désargentées, 1 euro par mois. 1 euro par mois. Tu as raison, Jean-François, il y a certains établissements, qui demandent des tarifs très, très conséquents, des établissements situés parfois dans des secteurs très favorisés. Mais là, je puis vous assurer que, connaissant les personnes que j'ai eues au téléphone, leurs valeurs et leurs souhaits
d'être ouvert à tous. Voilà, il est évident que personne ne se verrait l'accès refusé pour des questions financières. Et c'est l'ancien président d'OGEC qui le dit, parce que là, c'est quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Et sans compter que la ville apporte aussi une contribution avec un stade à proximité, avec une salle de sport à proximité. Donc, je dirais, dans le cadre d'une relation gagnante-gagnante, citoyenne, voilà. En tout cas, les gens que je côtoie là, très sincèrement, hein, Jean-François, ce sont des gens qui ont la volonté véritable d'être ouverts à tous et surtout d'aider les familles les plus en difficulté. De beaux échanges sur le plus, oui Nicolas, avec un verger, je l'espère, sur le terrain à Gaches. Je ne sais pas si tu vas intervenir là-dessus, mais sur ce que tu veux. Non, c'est pas sur le terrain. J'espère qu'on y fera des choses vertueuses. Je voulais revenir sur le lycée. Alors effectivement, il y a toujours ces aspects de financiers et de remplissage par rapport à Gambetta. C'est ce qu'on entend depuis des années. Je pense aujourd'hui, il y a d'autres circonstances qui sont environnementales, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Les plans bas carbone, on les entend au niveau régional, au niveau national, au niveau de l'île. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'éviter de nombreux allers-retours à des lycéens, ce qui permettrait de diminuer l'empreinte carbone, c'est-à-dire la pollution représentée par ces allers-retours, diminuer également l'encombrement des routes, puisque c'est énormément d'encombrement au quotidien. Il y a des parents, certes, qui passent par là, mais il y a aussi des parents qui font l'aller-retour. Maintenant, on a toujours des problèmes de bus, des problèmes de lignes, de surpopulation dans les bus. S'il y avait un lycée à Halluin, qu'il soit public ou privé, je pense qu'on solutionnerait beaucoup de choses au niveau déjà de la pollution et de l'encombrement des routes. Voilà, donc je pense que ça peut être un argument pour aussi, pourquoi pas, avoir un lycée public. Absolument, avec la voie verte qui arrive juste à côté, donc les enfants pourraient venir à vélo ou à trottinette ou même à pied sur un chemin entièrement sécurisé. Ouais. Merci, des échanges riches. D'autres demandes d'intervention? Je regarde notamment l'opposition. Non? Ok. Donc, qui émet un avis favorable au projet de PLU? Unanimité, avis favorable pour le PLU. Je vous remercie. C'est Alain Cap qui va continuer en présentant les délibérations 16 puis 17, désaffectation et déclassement, et ensuite la vente. Oui. Donc, je vais présenter ça globalement, puisque pour pouvoir délibérer, pour vendre des biens du domaine public, il faut d'abord constater qu'ils ne sont plus affectés à l'usage direct du public ou à un service public, et ensuite les déclasser, les faire sortir du domaine public pour les faire entrer dans le domaine privé. À partir de là, on peut les vendre. Et il s'agit d'une propriété privée, d'une personne privée dont le nom figure dans la délibération par obligation réglementaire, qui est 488 chemin de Lincel. Cette maison a été construite en 1991 et une petite partie a été construite sur le terrain du Cloteput, domaine public de la commune. C'est une volonté de régulariser qui est ancienne de la part des propriétaires. Et puis, il y a eu un décès dans la famille. Les héritiers, aujourd'hui, pour pouvoir vendre, ont besoin de régulariser cette situation-là. C'est 458 mètres carrés sur toute la longueur. Alors, c'est pas grand-chose en largeur, mais ça fait toute la longueur du terrain. Et donc on a consulté le service des domaines et on est sur une estimation, sur un prix validé par les domaines de 4 885 €, avec prise en charge des frais de géomètre 2 300 € par l'acquéreur, par la famille, par les héritiers. Donc première délibération pour constater que le terrain n'est plus affecté à l'usage direct du public, bien sûr, puisqu'il est dans la clôture de la propriété, à l'intérieur des clôtures de la propriété, que l'on le désaffecte, on le fait passer dans le domaine privé. À partir du moment où on a voté ça, on vote la deuxième délibération pour accepter la régularisation de la cession par la ville à cette famille. Voilà.
Demande d'intervention. Des affectations et des classements qui votent favorablement. Unanimité. Je vous remercie. Je vois une adorable petite fille qui vote dans le public. T'as pas le droit, mais c'est très très bien. C'est déjà une démarche citoyenne. Délibération 17. Donc maintenant c'est la vente. Qui vote favorablement? Unanimité. Délibération suivante, c'était, oui, la délibération 18, une belle délibération. Là encore, il s'agit d'une fondation, les Petits Stylos. Une fondation donc qui travaille avec le Mali et qui a pour but de récupérer des livres afin de permettre à des enfants au Mali d'avoir ces outils tellement indispensables, non seulement pour perfectionner la langue, mais également pour développer une certaine culture. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et les articles qui vous sont mentionnés, ainsi que le Code général de la propriété des personnes publiques, les articles qui vous sont mentionnés, considérant la demande de soutien de la Fondation Les Petits Stylos, qui s'inscrit dans le cadre du développement d'un espace dédié à la jeunesse à Bamako, au Mali, c'est la capitale, bien évidemment, considérant les objectifs de la Fondation pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire accompagner la jeunesse de l'autonomie, également favoriser l'insertion professionnelle par des actions de formation et l'accès à la culture, permettre à la population d'accéder à des ressources utiles et enfin ouvrir d'autres horizons. Il y a un H, c'est d'autres horizons. Il est proposé que la commune d'Halluin puisse répondre favorablement à la demande de la Fondation en faisant œuvre solidaire par le biais de dons de livres en provenance du fonds de la médiathèque municipale Albert Desmet. Les livres donnés auront préalablement fait l'objet d'un désherbage réglementaire. Je vous explique ce que c'est que le désherbage. Le désherbage est l'opération qui consiste à retirer des collections de la médiathèque municipale un certain nombre de documents qui ne satisfont plus aux règles de la politique documentaire et qui ne présentent pas un caractère ancien, rare ou précieux. Sinon, on les garderait, bien évidemment. Il constitue un fonds courant qu'il convient de sortir de l'inventaire. Donc il s'agit bien de livres, par exemple lorsque ce sont des livres scolaires qui ne correspondent plus au programme actuel, de livres, je dirais, qui n'ont plus d'utilité, qui ne doivent pas rester au sein de la bibliothèque, plutôt que de les mettre au vieux papier. Bien évidemment, il vaut mieux rendre service à cette belle association dans un cadre qui plus est de coopération. La Fondation Les Petits Stylos assurera le retrait des livres donnés et leur transport jusqu'à destination à Bamako, au Mali. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir m'autoriser à procéder au désherbage, vous savez ce que c'est maintenant, hein, du fonds documentaire de la médiathèque municipale, faire don de livres au profit de la Fondation Les Petits Stylos et signer tous les documents liés à cette opération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Pardon, Marc, tu es sur ma gauche, là, je ne t'avais pas vu, je t'en prie. Merci, monsieur le maire. Je voudrais rajouter et parler d'un des objectifs prioritaires de l'association Les Petits Stylos. Et un de ces objectifs, c'est une valeur très, très forte, c'est de sensibiliser et contribuer à vaincre les préjugés et les clichés sur la femme dans notre société, dans la société malienne. C'est de lutter contre le mariage précoce, source de nombreux préjudices causés à la jeune fille, obligée souvent d'abandonner ses études. Cette association réserve plutôt une place importante à la scolarisation des filles. Selon son président, l'objectif de l'association est d'outiller le secteur de l'éducation tout en renforçant la place de la femme au sein du système de l'éducation. Pour ce faire, des actions concrètes de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, d'orientation sont mises en place pour accueillir les femmes désorientées. Je parle de cet aspect féminin par rapport à cette association
parce que notre ville est très portée sur ses valeurs de défense de la femme. Nous avons, durant le mois de mars, avec ma collègue Ludivine Onrad, qui est déléguée aux droits de la femme, Ludivine a organisé plein de manifestations durant le mois de mars. Et je pense que c'est très important que notre ville se place sur ses valeurs, accorde vraiment de l'importance à la place de la femme dans notre société. Et moi, je suis très sensible au fait que cette association malienne, donc les petits stylos, attache une grande importance à ce thème. Merci. Merci pour cette belle intervention, Marc. D'autres questions? Non? Qui vote favorablement? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante. Fait de représentation du maire d'Halluin et attribution d'une carte bancaire. Alors, vous pouvez voter contre, naturellement. Et je vous explique pourquoi. Si vous votez pour, ce sera plus simple. Nous sommes, vous le savez, en train de renforcer les liens, notamment avec nos villes jumelles. À ce titre, une délégation va se rendre à Werschkenvik au début du mois de mai et une autre délégation va se rendre à Lübbenau, dans la partie la plus à l'est de l'Allemagne, pas très loin de Berlin, dans les cadres des Jeux de l'amitié. Et il y a certaines évolutions de notre société qui impliquent parfois de devoir nous adapter. J'évoque par exemple les Jeux de l'amitié à Lübbenau. On part le vendredi, on revient le lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, c'est la braderie. Et l'important d'être présent à la braderie, c'est un moment très très fort. Et donc on regardait un petit peu les moyens de transport. Il existe des billets très bon marché d'avion Bruxelles jusque Berlin par des sociétés low cost. Simplement, les sociétés low cost, elles sont beaucoup moins chères que les compagnies régulières, mais il faut payer par carte bancaire. Et une ville ne peut pas payer par carte bancaire. La ville d'Halluin n'a pas de carte bancaire. La ville d'Halluin n'a pas de carnet de chèques. On passe par la TP. Il y a des petites anecdotes, notamment, enfin c'est une toute petite anecdote et je remercie la personne en question. Lors de notre cérémonie des vœux, vous saviez, chacun d'entre vous avait un petit badge. Bon, vous me direz que ça représente peu, ce sont des petites sommes, ce n'est pas effectivement ce qui va peser dans un budget. Mais lorsqu'on passe par notre fournisseur habituel, ça coûte beaucoup plus cher que quand on achète à certaines structures avec une carte bancaire. Ça, c'est un premier point. C'est un premier point. Il y a un deuxième point. Les frais de représentation, ce sont notamment les frais de convivialité lorsqu'on reçoit nos représentants de nos villes jumelles. Lorsqu'ils nous rendent visite, généralement pour 3-4 jours, eh bien, nous leur présentons la ville d'Halluin, les différents quartiers, quelques-unes de nos associations, de nos entreprises, les monuments les plus emblématiques de notre commune, et puis on leur offre le repas du midi, le repas du soir. Parfois même, on les emmène à Lille, présenter le vieux Lille. Voilà, il peut y avoir une collation. Donc pour tout ceci, la carte bancaire est très utile. Jusqu'à présent, contrairement à de nombreuses communes, il n'y avait pas de frais de représentation à Halluin. Tout simplement parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Et donc l'objet de cette délibération, c'est de me permettre de pouvoir donc régler ces frais de représentation via une carte qu'on appelle carte business. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte de business? C'est très réglementé, c'est très réglementé. C'est une carte, les montants sont prélevés sur mon compte personnel. C'est comme ça que ça fonctionne, pour être dans les clous. Et ensuite, je suis remboursé au centime près des sommes que j'ai réglées pour la ville d'Halluin. C'est comme ça que ça fonctionne, une carte business.
Qu'est-ce que j'allais dire? Transparence totale, surtout avec moi. Les opérations seraient de toute façon très peu nombreuses et à chaque fois justificatifs. J'imagine, lorsqu'on revient de Lubbenau, il est prévu de passer pendant à peu près 3 heures à Berlin avec nos jeunes sportifs aluinois. Il y a 10 jeunes filles, 10 jeunes hommes. Bon, quand on est à Berlin, qu'on visite la ville, l'après-midi, si voilà, on s'arrête pour prendre un petit café, etc., on va quand même offrir un verre à nos sportifs aluinois. On est bien d'accord, et aluinoises. Voilà le type de dépenses que pourrait couvrir cette carte. Pour ce qui est de cette délibération, donc, vous l'avez sous les yeux, il est indiqué que il y a donc une enveloppe fixe, unique, arrêtée forfaitairement à une somme annuelle de 5 000 €. Ce sera infiniment moins. C'est ce qu'on passe dans les délibérations. Un détail sera présenté systématiquement en conseil municipal de toutes les opérations. Bien évidemment, je ne vais pas acheter de costume avec cette carte. Allusion à voilà, une actualité un petit peu ancienne. De même, dans un souci de totale transparence et de suivi rigoureux des dépenses engagées au réel, mais aussi de simplification de la gestion des frais, il est proposé de doter l'autorité territoriale d'une carte bancaire conformément à la législation. Cette carte n'est pas à proprement parler une carte bancaire affaires, pardon. Cette carte n'est pas à proprement parler une carte bancaire. Il s'agit d'une carte de paiement délivrée sur autorisation préalable du directeur général des finances publiques. C'est très encadré, heureusement d'ailleurs. Avec cette carte, les élus peuvent uniquement régler les dépenses entrant dans le cadre de leurs fonctions, les frais de mission, les frais de déplacement ou de représentation. Donc il vous est demandé d'approuver l'attribution des frais de représentation de moi-même sous forme d'une enveloppe maximale annuelle. Donc c'est 5 000, mais ce sera bien en deçà, pour toute la durée qui reste du mandat jusqu'en 2026, de rembourser les frais dans la limite de l'enveloppe annuelle, d'attribuer la carte dite affaires et de prévoir les crédits correspondants, soit 5 000 € au budget principal. Mon estimation, c'est à mon avis moins de 1 000 € par an. Je vous dis ça en toute transparence. En début de mandat, j'ai refusé. J'ai refusé ceci pour des raisons tout simplement d'exemplarité, oui bien sûr, et aussi parce qu'il y a eu tellement d'abus dans d'autres lieux et à d'autres époques. Maintenant, si vous êtes d'accord, c'est vrai que c'est un outil qui nous serait très utile, notamment dans le cadre des échanges internationaux. C'est vous qui décidez. Si vous votez contre, je ne m'en offusquerai guère, y compris les gens de la majorité. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention là-dessus? Oui, je t'en prie, Jean-François. Ouais, je vais m'abstenir, monsieur le maire. Sur le sujet, vous connaissez ma position. Oui. En plus, je découvre un peu la délibération. Bon. On avait eu un échange. Il n'y a aucune question personnelle, comme vous le savez, mais c'est sur le principe. C'est sur le principe. Je pense qu'il y avait possibilité de procéder par remboursement de notes de frais. Non. Mais non. Non. Bon. Enfin, moi, on a essayé, mais ça, c'est ma pas position en groupe, et c'est vrai que là, je tombe un petit peu des nues parce que je vois la délibération. Donc, je préfère m'abstenir, mais encore une fois, il n'y a rien de personnel, bien évidemment. Et puis, par contre, le plafond de 5 000 € est quand même assez élevé parce qu'en plus, il faut l'inscrire au budget. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la carte, peut-être. Il y a un montant, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais, pardon. Le problème, en fait, Jean-François, c'était par rapport au vol low cost, on n'a pas de solution. Surtout une compagnie belge. Ah oui, c'est une compagnie belge. Ce serait alors là, c'est pas la peine, Chorus, etc., c'est même pas la peine, quoi. C'est une compagnie belge. Et donc, c'est très compliqué. On n'a pas d'autre solution. Bon, maintenant, ce qu'on m'a même dit, certains m'ont dit, passer par une agence de voyage française, et là, il n'y a pas de souci.
mais ça va coûter 4 fois plus cher. Ouais, Et je c'est comprends, vrai. hein, mais moi je suis très attaché au principe, je le répète, hein, encore une fois, c'est une question de principe. Il n'y a pas de malice ou quoi que ce soit de ma part, mais je suis très attaché au principe. Et moi, c'est vrai que les dépenses publiques, je les ai toujours vues transiter par la trésorerie publique. Donc je reste attaché à ce principe, hein, j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc, et c'est bien que vous ayez ouvert le débat, monsieur le maire, en disant qu'effectivement, chacun peut prendre position, donc je ne serai peut-être pas le seul non plus, hein, sur le sujet. Mais voilà, c'est dommage, c'est vrai que pour une opération qu'on doit mettre en place ce dispositif, parce que là, c'est quand même une carte qui engage sur l'ensemble du mandat, hein, donc 2023 jusqu'à 2026. Bon, ça, j'en prends note. C'est pas simple, hein, on le sait, au niveau des formalités, effectivement, mais c'est aussi... Comme vous disiez en début de conseil, on est effectivement donc sujet à des réglementations très pointilleuses, et moi je le suis très pointilleux, hein, je le répète, et je pense que c'est dans mon rôle aussi, sur le fait donc que les dépenses publiques, encore une fois, à mon sens, doivent transiter uniquement au travers du trésor public, ça, c'est ce qui fait la séparation, hein, entre l'ordonnateur qui est la commune et le trésor public qui paye. Donc voilà, c'est ma position, donc voilà, je préfère m'abstenir. J'étais moi-même contre cela en début de mandat et je n'en voulais pas. Donc je n'ai pas jeté l'anathème à Jean-François qui pense comme moi. Simplement, c'est vrai que pour certaines... Une compagnie low cost belge, par exemple, on n'a pas d'autre solution. Payer un restaurant en Allemagne ou un café en Allemagne à nos jeunes Allunois, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, c'est quelque chose de tout à fait cadré, légal, qui est voté partout. On est même l'une des rares villes à ne pas avoir voté des frais de représentation. Nos communes voisines les ont votés. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? On a des petits papiers ou pas ? J'aimerais que, qu'on vote, pourquoi pas, au scrutin secret, comme ça, parce que si des gens de la majorité, oui, sont opposés à cela, c'est... Pardon ? Oui, mais tout le monde est responsable. Si oui. On a son avis à donner, si, on ça le donne. mais vraiment, oui, oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, je t'en prie, Blaise. Non, effectivement, je comprends le principe, mais moi, ça fait 20 ans que j'utilise une carte bleue pour l'entreprise, là, pour le coup, effectivement. Mais ça fonctionne très bien. C'est vrai que dans la fonction publique, enfin, dans la collectivité, il peut avoir ces principes. Mais on recherche l'efficacité ici. Moi, je pense, tout à l'heure, je répondais à M. Verdruy par rapport à l'efficacité, l'optimisation. Moi, je pense qu'il faut davantage regarder l'efficacité et aussi avoir un brin de confiance aussi. Moi, je pense qu'on a besoin de ça dans la société aussi. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc pour moi, je voterai pour parce qu'il y a besoin d'efficacité. Il faut qu'on arrête de se fermer dans ce truc. Tu vois ? Et je vais répondre, il n'y a pas de question de défiance. Parce que là, ce que tu disais, Blaise, en disant c'est aussi une question de confiance, non, moi j'ai tout à fait confiance en monsieur le maire. Si j'avais une défiance aujourd'hui, je ne serais plus, en l'occurrence, à la majorité. Donc c'est absolument pas ça. Mais je pense qu'il faut avoir des principes, et c'est une question de fonds publics. C'est une question de fonds publics. Le privé, je le connais bien, effectivement. Il y a des cartes, et derrière, des cartes à faire. La question d'efficacité, il n'y a aucun souci. Je suis le premier à le dire. Mais voilà, encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense qu'à un moment donné, en termes de principe, ça c'est un principe sacro-saint, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, de séparation de la dépense publique entre l'ordonnateur et le trésor public. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère m'abstenir. Mais il n'y a absolument pas de défiance. Je préférerais réagir parce que j'entends le mot confiance. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et monsieur le maire le sait. Je comprends bien, Jean-François, et je te remercie. Tu es un homme de principe et surtout de valeur. Au sens propre comme au figuré, d'ailleurs. Au sens propre comme figuré. Pour peut-être bien exprimer les choses, je le dis, mais je le répète, toutes les dépenses seront prélevées sur mon compte personnel, pas sur le compte de la ville. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai l'obligation de représenter tous les justificatifs demandés, sinon je ne suis pas remboursé. C'est-à-dire, ce n'est pas une carte où je dépense sur le compte de la ville. C'est une carte que je dépense sur mon compte à moi et je me fais rembourser ensuite, dans la mesure où vous votez pour le remboursement. Dans la mesure où vous votez pour le remboursement.
Donc vous avez le choix, vous avez la possibilité de me dire non, je ne veux pas que vous soyez remboursé là-dessus. Donc c'est quand même super verrouillé. Parce que pour tricher là-dessus, voilà, impossible d'acheter un costume sur des deniers publics. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? C'est bien, parce que je suis content. L'union, vous voyez, c'est la démocratie, ce sont les échanges. Il y a beaucoup de communes où vous n'auriez pas de tels échanges au sein de la majorité. Hein. Ah, oui. Donc, qui vote favorablement? Je vous remercie. Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4 abstentions, que je ne me trompe pas. Qui vote contre? Alors, 4 abstentions. Vous avez eu la possibilité de prendre le... Non, oui, oui. Les 4 abstentions. 2 contre. 2 contre. Donc, JF. D'accord. Et Ludivine. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Juste avant de clôturer ce conseil municipal, 2 petites choses. Vous l'avez constaté, Madame Eblé n'était pas là. Elle est naturellement excusée. Vous avez tous suivi avec une grande attention ce conseil municipal. Donc, il faut bien sûr qu'une personne signe les documents, accepte de signer les documents en tant que secrétaire. Donc, on pensait à vous proposer Madame Sylvie Gilmet. Y a-t-il des remarques contre? Non. Donc, Sylvie Gilmet pourra signer en lieu et place de notre secrétaire habituel. Enfin, je vous donne une information concernant le prochain conseil municipal. Il ne se tiendra pas un mardi, mais très exceptionnellement un vendredi, le vendredi 9 juin. C'est une date qui nous est demandée par la préfecture. C'est un conseil extraordinaire qui sera très court, puisqu'il s'agira, vous savez que vous êtes tous ici présents, grands électeurs, lors des prochaines élections sénatoriales. Il s'agira de valider vos représentants, enfin en tout cas vos remplaçants plutôt, dans le cas où vous ne pourriez pas voter. Vous pouvez chacun, chacune choisir un remplaçant si vous êtes malade ou autre. Ça peut par exemple être le conjoint, qui vous voulez. Donc on reviendra vers vous pour vous demander le nom des personnes qui vous suppléeront si jamais vous ne pouvez pas voter au sénatorial. Donc c'est le but de ce conseil du 9 juin qui sera donc très très court. À mon avis, il y aura très peu de délibération. Voilà. Sur ce, oui, je t'en prie. Oui, juste, je voulais vous dire que ce soir, le conseil avait été rediffusé en direct sur alu1.tv. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je remercie l'agent de la ville qui a reçu le matériel la semaine dernière, qui l'a intégré et qui a permis la diffusion en direct ce soir. Et j'espère que la prochaine fois, on améliorera encore la diffusion, puisqu'on sera sur tous les réseaux sociaux et pas seulement sur alu1.tv. Voilà, c'était juste une information. Donc, pour le prochain, on sera, j'espère, également sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Ce conseil municipal est clos. Je vous souhaite une excellente soirée et merci au public présent qui a suivi ceci également avec beaucoup d'intérêt. Bon retour à toutes et à tous.